Alors, bonjour tout le monde, on va reprendre. Alors, sans plus tarder, je vous présente le titre de la conférence de ce matin. Donc, adaptation des services clinico-culturels de sevrage auprès des Premières Nations. Donc, cette conférence sera animée par Madame Christine Jean et Dr Samuel Blin. Donc, vous avez 1 heure au total. On prendra une période de questions à la toute fin. Alors, messieurs, dames, la parole est à vous. Merci beaucoup. Quick tout le monde. Quick nous. Mon nom est Christine Jean. Je vais me déplacer un peu. Bonne idée, bonne idée. On n'a pas vraiment de manipulation d'ordinateur à faire. Donc, merci beaucoup d'être ici ce matin. Merci aussi d'être accueillis sur un territoire ancestral non cédé. C'est vraiment un plaisir pour moi puis d'être accompagnée de Samuel pour venir vous présenter le Centre Waban, le Centre de réadaptation Waban dans son nom officiel. Donc, pour me présenter, je suis Christine Jean, directrice générale. Je suis née d'un beau duo d'un père québécois et d'une mère Innu. Donc, je suis originaire de Machitouiache. Et j'aime dire que je suis une Inubek. Donc, j'ai ajouté, je ne suis pas une Québécoise, je ne suis ni une Innu, mais je suis une personne Inubek. Et ça, c'est important pour moi de transmettre ce message-là parce que je suis très fière de mes racines, des 2 nations que je porte. Donc, ça fait pas très longtemps que je suis employée au Centre Waban. Mais en fait, ça fait 4 ans, puis on dirait que ça fait pas longtemps parce qu'on a été ramassés comme vous avec les dernières années. Par contre, ça fait au-dessus de 30 ans que je travaille dans les milieux autochtones. Donc, pour moi, ma famille s'est établie dans la région de la Tuque. Depuis longtemps, mes grands-parents s'étaient exilés dans cette région-là. Et toute ma famille Cléré a vécu à la Tuque. Et ma grand-mère Cléré a été une pionnière. C'est une femme qui a été une fondatrice du Centre d'amitié autochtone de la Tuque. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans cette organisation-là. Pour moi, c'était comme un naturel parce que j'y allais quand j'étais petite. Et ma mère y a travaillé aussi. Et je me suis impliquée, puis un moment donné, j'ai eu un emploi. Et pendant ces 25 années-là, j'ai assumé pendant 13 ans la direction générale. Donc, un centre d'amitié, je tiens à en parler, même si je ne travaille pas pour le centre d'amitié. Je l'ai tatoué sur le cœur, sa fesse gauche, puis peut-être la droite aussi. Il y a beaucoup de centres d'amitié autochtones au Québec. Il y en a plus de 400 au Canada. Et il y a une dizaine de centres. Là, je vois, j'ai des amis, des collègues, là, des anciennes collègues des centres d'amitié. Puis, c'est des organisations qui sont urbaines, qui sont vouées aux personnes autochtones, mais qui sont tellement essentielles, qu'ils soient de passage ou qui demeurent dans la ville. Ces organisations-là déploient beaucoup de services. Puis, je tiens à les saluer puis les remercier parce qu'hier, ils ont fait une présentation aussi et c'était vraiment, j'étais fière, j'étais assise dans la salle puis je voyais ma belle amie Yolande et Don que j'ai vue depuis qu'elle est toute petite. Puis, ça me rend vraiment fière de voir qu'on est présent maintenant les Autochtones et qu'on a des belles initiatives à vous présenter. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon portrait plutôt professionnel. Et mon collègue Samuel, que j'ai connu à travers mon implication dans les centres d'amitié, parce qu'à la TUC, dans le centre d'amitié, on a fait une clinique de santé, qui est la clinique à Jugan. Et c'est là que j'ai connu Samuel, et ça fait une dizaine d'années. Oui, longue histoire. Comment? Ouais, longue histoire. Ah oui, qu'on ne racontera pas ce matin. Oui, c'est ça. De fait, merci Christine en fait de m'inviter. Souvent, j'ai un chapeau plus médical ou CIUS, Maurice Centre du Québec ou dépendance. Mais là, Christine m'a demandé de présenter avec elle aujourd'hui un peu les services, puis l'importance justement de l'adéquation culturelle ou de la mise en cohérence culturelle. Puisqu'on est ici, dans le fond, dans ce sommet-ci, on va vraiment axer probablement plus sur les nouveaux services de sevrage qu'on a imaginés, qu'on a mis sur pied aussi dans les dernières années. Donc, juste pour faire une petite histoire courte, oui, ça fait à peu près 10-12 ans qu'on travaille ensemble, avant même, dans le fond, que Christine soit au centre d'amitié, pas au centre d'amitié, mais au centre Wapan. Moi-même, je suis médecin de famille. Je connais certains d'entre vous depuis longtemps aussi. Nos amis de Trois-Rivières aussi sont là. Et donc, je suis médecin de famille. Je suis une pratique en GMF à Shawinigan aussi, GMF de l'énergie. J'ai 300 enfants. Pas moi-même, mais bon.
Je suis 300 enfants, j'ai à peu près 1200 patients, mais sinon, je suis chef de service aussi au niveau de la dépendance en Maurice-Centre du Québec. Et pour faire un petit topo, là, on a 13 points de service. Je vois aussi Andréane qui est là-bas, là, qui est chef de service là-bas. Et on a 5 points de service. On a des médecins, donc dans le CRD, et aussi on a 9 RHD plus WAPAN, donc des ressources en hébergement en dépendance dans la région. Donc, on a une grande région. Et là, depuis que Christine est arrivée, on a vraiment passé à un autre niveau de collaboration où on essaye de plus en plus de faire en sorte que, bien que WAPAN réponde à l'ensemble des besoins des personnes autochtones francophones de l'Est du Canada, on pourrait dire quelque chose comme ça, mais on a aussi un rôle dans la trajectoire de service, dans les soins. C'est un peu ça qu'on va venir vous présenter. La relation, puis là, pour voir aussi des personnes impliquées dans les RHD, la relation entre le service du RHD qui est communautaire et le réseau public, de voir comment on peut collaborer avec les urgences, comment on peut travailler avec l'hospitalisation, avec les services publics aussi. Fait que ça, c'est tout un enjeu important. Donc, pour faire une histoire courte, il y a à peu près, disons, 6 ans, à peu près, quelque chose comme ça, on a identifié à Service Autochtone Canada des enjeux d'accessibilité pour les personnes francophones autochtones. C'est dans ce contexte-là que WAPAN a levé la main. Puis c'est après ça, par la suite, que j'ai été impliqué dans cette réflexion-là. Donc, présentement, on devait être 3 au départ. Là, on est rendu 4 au départ. Là, il y a 2 congés de maladie. Il n'y a rien de très, très grave, inquiétez-vous pas. Mais on est finalement 2. Donc, on a décidé de vous présenter un petit documentaire d'une dizaine de minutes qui met en scène les personnes qui ne sont pas là aussi. Donc, on vous laisse, puis bien honnêtement, c'est bien rare qu'on fait ça, là, de se tasser et ne pas présenter pendant 10 minutes. C'est un peu paresseux, mais quand même, on trouvait que c'était vraiment bien pour illustrer un peu c'est quoi WAPAN tout en couleur. Puis vous allez voir, la qualité du documentaire vaut la peine de nous remplacer. Donc, on va vous revenir après. OK, d'accord, on va essayer de faire ça techniquement agile. Ah oui, mais moi, j'ai fermé. WABAN, c'est un soutien pour les personnes qui ont des problématiques au niveau des dépendances. C'est un soutien aussi pour les familles. On peut aussi aider les intervenants parce que c'est pas facile pour les intervenants qui sont dans les communautés. En fait, on est là pour démystifier aussi les dépendances. Donc, de voir là, à s'assurer aussi que les personnes reçoivent les bons services là, dans ce cheminement-là. Et le rôle de WABAN, je pense qu'on est là pour défendre aussi les intérêts des Premières Nations quant aux soins, l'accès des soins culturellement adaptés, pertinents. Quand ils se retrouvent dans d'autres organisations, là, en dehors du réseau des Premières Nations. On traite pas mal toutes les dépendances à WABAN. Une qu'on ne va pas toucher, c'est au niveau du jeu, le jeu pathologique. On en parle ici, on l'effleure, mais on ne traite pas le jeu pathologique. Mais que ce soit des dépendances, alcool, les drogues, différentes drogues. On parle aussi des dépendances affectives, on fait des thérapies de couple. Il y a des ressourcements qu'on fait aussi. C'est certain qu'on a vraiment plus une expertise au niveau drogue, alcool, mais une dépendance, c'est une dépendance. Donc, peu importe la forme, dépendance affective peut devenir aussi dommageable que d'être dépendant d'alcool. Le centre de réadaptation WAPAN, c'est une grande bâtisse qui est située qui est très favorable au niveau
de la thérapie. On est dans un milieu où il y a la forêt autour, il y a une chute à l'avant. Il y a tous les aspects naturels pour venir aider à la réflexion, parce que notre clientèle vient ici pour réfléchir. On a des chambres où les gens peuvent dormir 2 par chambre, mais qui ont leur salle de bain individuelle dans chacune des chambres. Il y a une grande salle à manger pour accueillir jusqu'à 22 personnes. On a une cuisine adaptée pour faire des macouchams, pour faire de la cuisine collective, tout le monde ensemble. On a une grande cuisine. Il y a une salle de thérapie où on peut utiliser les moyens informatiques. On a un foyer aussi à l'intérieur pour la réflexion. On a une salle de conférence. On a un sous-sol avec un gym, une salle d'exercice. On a une infirmerie aussi pour que notre clientèle, quand elle arrive ici avec la médication, que la médication soit gardée en toute sécurité, puis qu'il y ait une bonne gestion de cette médication-là. Notre environnement est fait pour que les gens puissent avoir de la bonne réflexion, faire une bonne thérapie, mais aussi pour que nos employés puissent être bien dans cet environnement de travail-là puis desservir un bon service. Wapan dessert toutes les Premières Nations, c'est-à-dire les 11 nations du Québec. On donne pas seulement un service aux gens de la TUC. Wapan est situé à la TUC, mais on donne pas seulement un service aux communautés près. On donne un service à tout le Québec. Donc, Wapan, son rôle, c'est vraiment d'amener la clientèle à se trouver une identité, à se trouver, à les aider à se relever, à maintenir cette résilience-là qui est là depuis longtemps. Souvent, les gens blessés vont chercher quelque chose pour venir se sauver, en fait. Fait qu'ils trouvent ça dans cette dépendance-là. Mais nous, on va essayer de leur amener un meilleur mode de vie, un mode de vie qui est plus sain. Mais c'est pas nous qui va le choisir pour eux, c'est eux qui vont le choisir à travers les approches qu'on va servir, que ce soit au niveau de la culture identitaire, que ce soit au niveau des 12 étapes, que ce soit au niveau du territoire, que ce soit... Mais on essaie qui trouvent c'est quoi qui est à l'intérieur d'eux, là, la petite voix, la petite force qu'ils ont à l'intérieur. On essaie de rallumer ça, cette flamme-là, pour que les gens, notre clientèle, voient qu'ils ont une valeur, puis qu'ils peuvent faire quelque chose aussi dans leur communauté, là. Pour être admis ici, bien, on n'a pas de facteur d'exclusion. On a des conditions, on veut un peu connaître le pedigree de la personne, sa consommation, ça ressemble à quoi, sa santé mentale aussi. Et ça, c'est pas pour l'exclure, mais c'est pour être certain qu'ici, on va être capable de lui offrir les services qui sont adéquats pour la personne. On analyse ça, on travaille beaucoup avec les agents référents qui sont soit dans les communautés ou dans les organisations dont les Centres d'amitié autochtones au Québec. Il y a des organisations non autochtones avec lesquelles on travaille tout au long de l'année qui peuvent référer des clientèles autochtones ici. On prépare ça à l'avance aussi. Il faut qu'ils nous démontrent aussi qu'ils soient prêts à entrer en thérapie parce que c'est pas rien s'emmener ici 27 jours et de travailler sur soi. Des fois, il y a des trucs qu'on oublie, puis les personnes se présentent. Malheureusement, on se rend compte, ou la personne elle-même se rend compte qu'elle n'est pas prête. Il y a des choses qu'elle n'a pas réglées auparavant, puis qu'on a beau lui donner les outils. Il faut qu'elle retourne chez elle, puis c'est correct comme ça aussi. Je pense que l'important, c'est qu'on a ressemé quelque chose avec cette personne-là, et elle cheminera. Puis on est toujours là, présent à Waban quand même. Que les gens aient fait un cheminement ici ou pas, on est toujours un centre de référence. Donc, les gens peuvent nous appeler. Que ça aille bien, que ça aille mal, qu'ils aient besoin d'informations pour un peu se diriger. L'équipe est là aussi pour ça. Donc, c'est une possibilité. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de partenaires. Puis, Waban a quand même un bon bagage d'expérience. Et on peut référer aussi à ces partenaires-là avec lesquels on a confiance, puis qu'on sait que les gens là, vont recevoir un meilleur service pour les besoins qu'ils ont dans les médias. Ici, c'est ta chambre, une salle de bain textuelle, t'as 2 bouteilles, un kit de service qu'on change à tous les jours, fait que tous les soirs, tu le mets devant ta porte, puis on les ramasse. Okay. Je te laisse te préparer, intervenant on est te chercher, s'il y a quelque chose, ben, tu veux seulement nous voir dans le bureau. Bien, souvent, les gens arrivent ici, sont très nerveux, très anxieux. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont m'obliger à parler? Est-ce que je vais être obligée de parler devant le groupe? Est-ce que je vais être obligée... Puis c'est normal. Puis ça, déjà, quand ils arrivent, on dédramatise ça.
on leur nomme qu'ils ne seront pas obligés de dire ce qu'ils ne veulent pas dire en groupe. On les rassure, c'est à leur rythme, c'est à tous et chacun. On n'a pas un rythme qui est pareil. Souvent, les gens, oui, ils veulent partir au début parce qu'on s'ennuie, hein, notre famille, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. On s'ennuie de notre vieille façon de vivre aussi. Puis il y a les symptômes de sevrage aussi qui vont faire face au niveau physique. On a des douleurs, mais c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon. Mais il y a une équipe qui est là pour les rassurer, pour les comprendre, les aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, les écouter. On va regarder ensemble ce qu'on peut faire. Puis oui, vers la fin, les gens veulent plus quitter parce que souvent, ben pas souvent, c'est toujours. J'ai pas vu une personne depuis ici qui est partie puis qui était plus mal en point qui est arrivée. Habituellement, il y a une grande évolution. Les gens se sentent bien, sont heureux, ils se sont retrouvés, ils ont eu des réponses à leurs questions. Je dis pas qu'on répond à toutes les questions parce que je pense que dans la vie de toujours, c'est normal de se poser des questions, mais la grande majorité de leurs blessures, la grande majorité de leurs souffrances, ils ont réussi à dire des choses, que ce soit en individuel avec leur intervenant ou devant le groupe. Mais il y a eu un climat de confiance qui s'est instauré, un climat de sécurité qui a amené chaque personne qui est passée ici à se mettre à jour un petit peu, si je pourrais dire, à se dévoiler, à nommer des choses que ça fait longtemps qui cachent puis qui vivent dans cette honte-là, qui les a amenés aujourd'hui à non, je veux accepter ce que j'ai vécu, puis je veux apprendre à vivre avec ce passé-là. Hein, parce que c'est ça aussi, hein, on leur dit, t'es pas venu ici pour oublier ce qui t'est arrivé, mais t'es venu ici pour apprendre à vivre avec ce qui t'est arrivé. Tu vas apprendre à avancer avec ça. Mais ça sera plus un fardeau, ça va faire partie de toi. C'est ce qui fait que t'es devenue la personne que t'es aujourd'hui aussi. Fait que c'est ça. Bien, le programme, on a 3 approches avec le programme AWABAN. Donc, le premier qui est basé sur les 12 étapes. Et les 2 approches qui sont vraiment particulières, c'est notre approche socioculturelle et l'approche culturelle. Donc, on maximise nos activités, on adapte aussi nos interventions en ayant toujours la culture qui soit présente dans ces activités-là. Le côté culturel, c'est plutôt les enseignements vraiment sur la culture, donc le port de la jupe. Pourquoi les femmes portent la jupe? La signification du tabac, le bâton d'humilité, le cercle de guérison. Donc, tous ces aspects-là de la culture, c'est une personne qui enseigne ces ateliers-là. Je suis intervenant avant tout, mais je suis responsable du volet socio-culturel. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on organise des activités en dehors de la thérapie. Parce que la thérapie, c'est OK, ils apprennent beaucoup de choses en thérapie pendant qu'ils sont dans les ateliers. Mais il y a bien d'autres choses aussi qui vont toucher eux-mêmes, leurs identités, qui ils sont. C'est de même, moi, j'ai réussi à m'améliorer. Je ne parlerai pas de guérison parce que c'est un grand mot, mais à m'améliorer comme personne, c'est que j'ai été capable de me retrouver comme individu dans ce que j'étais, qui je suis. Par exemple, ici à AWABAN, depuis que la culture est beaucoup plus présente, comment les gens ressortent beaucoup plus outillés quand ils retournent chez eux. On est essentiel parce qu'on le voit, les succès, l'impact que ça a sur les personnes, les familles. Là, au AWABAN, ça fait plus de 30 ans qu'on existe. Et là, on voit des petits-enfants de parents qui sont venus ici ou même de grands-parents qui sont venus. Fait qu'on voit que notre travail a un impact sur plusieurs générations. Et ça, c'est encourageant de voir ça aussi, de voir que qu'est-ce qu'on a pu semer il y a 30 ans au départ, que ça se perpétue dans le temps, puis qu'on a encore cette reconnaissance-là de dire, bien, va au centre AWABAN, ils vont pouvoir t'aider. Ah, c'est vrai, c'est cute de voir les petits cœurs, c'est encourageant de voir ça. Donc, ça, c'est un extrait d'une vidéo qui dure 1 heure, parce qu'on a fait une d'1 heure avec Samuel, et on a extrait là, mais celle d'1 heure, on peut la retrouver, là. Je la publie sur les médias sociaux et tout ça, mais qui est beaucoup plus complète. Depuis cette vidéo-là, la création de cette vidéo-là, il y a bien des choses qui ont évolué à AWABAN, entre autres le sevrage. Maintenant, on a une infirmière clinicienne à temps plein
qui est là pour faire accueillir des gens qui sont au sevrage. Puis il y a Samuel là, qui nous accompagne à travers ça. Donc, c'est quelque chose qui était... Samuel a commencé à travailler le projet avant même que moi j'arrive à Waban, donc il connaît l'historique beaucoup mieux que moi je la connais. Mais ça, c'est important aussi de comprendre que ce n'est pas un centre de désintox, mais vraiment de sevrage. Donc, on ne peut pas accueillir les gens en urgence. Il faut qu'il y ait eu un suivi auparavant. Et on n'est pas 24/7 non plus. Le centre Waban a des journées d'entrée et de sortie pour les cohortes de thérapie et n'accueille pas les gens là. On ne peut pas accueillir les gens à n'importe quelle heure. Et comme on a une infirmière aussi, une seule infirmière clinicienne pour tout le groupe, parce qu'on a une capacité de 22 lits, donc 22 usagers en même temps, ça deviendrait difficile de faire de la désintox, là, parce que, bon, je pense qu'il y en a qui connaissent mieux ça que moi, mais à des fois, on a besoin d'un nursing 24/7 et on ne peut pas l'offrir à Waban. Fait que Samuel, je ne sais pas si tu veux parler un peu plus de la désintox. Vas-y, oui. Oui, hein? Oui, je le veux. Mais en fait, peut-être un petit retour sur l'historique. Avant qu'on me sollicite pour ça, la situation, c'est, puis comme beaucoup d'RHD, on obligeait, ou du moins un des critères d'admission ou d'inscription dans le séjour, c'était qu'il y avait 14 jours d'abstinence nécessaire avant d'arriver à Wapan. Et donc, inconsciemment, qu'est-ce que ça disait? Ben, faites votre sevrage à la maison. S'il y a des risques, c'est vous autres qui les assumez. Vous ne serez pas accompagnés à la maison. Mais quand vous arrivez, eh bien là, le risque il ne sera plus là. Qu'est-ce qu'on constatait? C'est que les personnes pour qui c'était impossible de faire ça arrivaient quand même un peu en catimini, en état d'intoxication, ou que les premiers 3-4 jours où il y a le sevrage aigu, ils vivaient ça à Wapan. Donc, ça mettait à risque à la fois la personne, mais aussi l'expertise de Wapan. Hein, l'expertise n'était pas là à ce moment-là, on n'avait pas d'infirmière. Donc, les éducateurs en dépendance, les intervenants devaient identifier des sevrages dangereux, référer ça à l'urgence un peu un peu du dumping. Puis après ça, ben, l'urgence recevait ça avec tous les enjeux aussi de stigmatisation, les enjeux à la fois la stigmatisation des personnes avec des problématiques de dépendance, mais aussi la stigmatisation des personnes de culture autochtone. Avec qu'est-ce qu'on, les dernières années, là, c'est vraiment mis en lumière. Donc, l'objectif ici a été de diminuer le risque. Puis vous savez bien, le risque zéro en lien avec le sevrage n'existe pas. Hein? À moins qu'on ne consomme pas, ben, il n'y a pas de risque à ce moment-là. Mais si on a une consommation modérée à intense en RHD, puis toutes les RHD le savent aussi, là, il y a un risque, puis il y a souvent des décès même face à la non-reconnaissance. Mais les éducateurs ne sont pas formés, à moins qu'ils le soient, à reconnaître des signes de sevrage. Et là, de dire, OK, ben non, ce n'est pas une crise d'anxiété, c'est bel et bien un risque de sevrage, il y a peut-être une confusion, un délirium tremens, et là, on transfère à l'hôpital. Donc, l'objectif au départ, c'était de donner accès, mais accès à des services qui n'existaient pas pour les personnes autochtones, d'une part, mais aussi pour des personnes qui ont des enjeux culturels. Donc, dans le fond, les déterminants de la santé culturelle n'étaient pas reconnus encore. Puis là, je vois des RHD aussi dans la salle, et peut-être à la maison, je ne vois pas, mais il y a beaucoup de personnes autochtones aussi qui sont dans vos RHD non dédiés aux personnes autochtones. Donc, c'est toute la reconnaissance de ces enjeux-là. Puis, Wapan a, oui, un rôle de recevoir des personnes pour le sevrage, pour surtout les 3e à 6e jour, disons, où le sevrage aigu est plus important. Mais surtout, Wapan est là aussi pour être une référence. Donc, si dans vos RHD, vous avez aussi des personnes autochtones, vous vous demandez comment faire face à ces enjeux culturels-là, appelez Wapan. Donc, Wapan est là aussi. Il y a des personnes qui ont une expertise culturelle et socio-culturelle qui peuvent vous accompagner là-dedans. Donc, assurément, ça, c'est possible. De présenter le programme de sevrage, des arrimages, des ententes de collaboration, ça pourrait prendre une bonne heure et demie, 2 heures comme il faut. Donc, peut-être qu'on aura le temps d'en discuter. Mais l'essentiel ici, c'était l'objectif, c'était de diminuer le risque de sevrage puis de faire des collaborations un peu plus, disons, documentées entre le réseau de communautaires RHD et les services d'urgence ou d'hospitalisation. Donc, le risque nul n'existe pas, comme on dit, mais quand même, depuis, puis tu sais, ça fait 3 cohortes à peu près qu'on a de personnes là, qui ont fait des séjours
ou avant même le transport. Puis c'est un peu ça, peut-être, Christine, que je te demanderais de décrire. C'est quoi les réalités des personnes dans leur communauté? Hein, s'il y a beaucoup de personnes qui viennent de la communauté comme milieu de vie, puis ils viennent dans le centre, mais il y a aussi de plus en plus de personnes en milieu urbain qui, par les centres d'amitié, par différentes ressources de RHD, sont référées à Wapan. Donc peut-être pour mieux cerner ça, Christine, comment que ça se passe un peu dans les communautés? C'est quoi les services qu'il y a là? Oui, bien en fait, Roxane l'a nommé, hein, le Centre Waban, nous, on dessert le Québec en entier. Donc, toute personne autochtone qui est capable d'avoir, parce que nos services sont en français. Par exemple, s'il y a une personne qui vient de Pakwashipi puis qui s'en vient chez nous, c'est loin, là. Tu sais, ça lui prend 2 jours avant d'arriver à notre organisation et c'est pas one shot. Hein. Souvent, il prend un avion, après ça, c'est un autre avion, après ça, c'est l'autobus jusqu'à Trois-Rivières, Québec-Trois-Rivières. Trois-Rivières-là-dessus, c'est un autre transport collectif, puis un taxi pour se rendre chez nous. Donc, la trajectoire est pas partout pareil. Il y a des communautés autochtones qui sont moins bien organisées, et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que là où est-ce qu'ils sont situés, il n'y a pas tous les services en proximité. Donc, il y a une réalité qui est bien différente dans pas chaque nation, mais chaque vraiment communauté autochtone au Québec. Et c'est pour ça que actuellement, nous, on prend seulement 4 personnes par cohorte au niveau du sevrage parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de risque non plus. Et si jamais la personne, malgré qu'elle a un suivi, que ça ne va pas bien, il faut qu'on la retourne à l'urgence, bien là, c'est notre partenaire de la TUC. Et là aussi, on est en train de développer, de faciliter cet accès-là, qu'ils comprennent bien qu'est-ce que nous, on fait. Parce que même si on est dans la même ville, là-dessus, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est tout petit quand même. On a des très bons liens, mais il y a des choses qui restent à améliorer, surtout pour la partie au niveau du sevrage. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui doivent arriver un peu plus tôt, une journée plus tôt. Donc, est-ce qu'on peut avoir un accès à un lit au niveau du centre de services qui est situé à la TUC? Donc, puis aussi, étant donné qu'on dessert le Québec en entier, on veut créer des liens ailleurs, dans les autres régions. Donc, c'est un grand défi qui est là pour nous, mais, tu sais, moi, ici, j'ai assisté à des ateliers, puis j'ai vu des initiatives qui existent un peu partout et je trouve ça hyper intéressant. Et je me dis, bien, il y a quelque chose qui va être créé, en tout cas, je suis bien confiante de créer des liens avec d'autres organisations de d'autres régions. Pour Mauricie Centre du Québec, ça va bien et Samuel le disait, depuis les 2 dernières années, on s'implique beaucoup plus, le Centre Waban, dans le milieu, dans des événements et tout ça, dont les rencontres là, avec les RHD et MCQ. Et j'avais oublié de mentionner, mais il y a 6 centres de traitement Premières Nations au Québec. Un qui est voué à la jeunesse, un seul. Donc, pour les moins de 18 ans, c'est très peu parce que malheureusement, nos jeunes autochtones ont des problèmes quand même assez importants. Et nous, à Waban, on est le seul centre qui est situé dans une ville. Tous les autres centres sont situés dans une communauté autochtone. Et là, ça change aussi parce que nous, souvent, on nous dit, ben non, tu es fédéral. Fait que va voir ton fédéral. Mais là, on est dans la ville. Fait que là, quand je vais voir l'autre... Tu sais, on se fait transférer c'est un enjeu là, qu'on dit, mais on réussit quand même là, à bien... Bien, fonctionnel, ça fait plus de 30 ans qu'on a bonne fonctionne. Oui, c'est ça, on appelle ça un dialogue. Hein? Il y a un dialogue provincial, fédéral et ressources qui est établi depuis, en tout cas depuis que je suis là, depuis 6 ans à peu près. Là. Peut-être juste pour clarifier aussi le modèle en CRD, donc souvent en hébergement public, où on fait des sevrages qui sont, disons, supervisés 24/7 avec des infirmières. La différence, c'est que là, on a un modèle hybride. Puis des fois, l'hybride, pour être sûr de ne pas perdre des brides de sécurité, bien, nous, on a une infirmière qui est là 1/3 du temps, donc de 8 à 4 ou de 9 à 5. Mais après ça, quand l'infirmière part, il n'y a plus de personne vraiment à Wapan qui est là pour évaluer. Ils sont formés pour faire des CIWA et tout ça, mais ils ne peuvent pas avoir, disons, la responsabilité professionnelle de l'évaluation. Donc, on est un peu à juguler avec ça parce que on peut pas dire on n'en reçoit pas parce que de toute façon, on va en recevoir. C'est ça le constat qu'on avait. Mais si on en reçoit, bien, il ne faut pas que ce soit une fausse sécurité. Hein, les personnes, pour ceux qui sont familiers avec les niveaux de la SAM, 3.7,
tu sais, chaud, hein, tu sais, il y a des 3,7 qui sont plus chauds que d'autres, là. Ben, les chauds, sans mauvais jeu de mots pour l'alcool, mais les chauds, on les envoie à l'urgence d'emblée pour qu'ils fassent leur sevrage avec des benzos et tout ça, puis après ça, ils reviennent, puis là, ben, on continue le traitement. Mais les 3,7 qu'on peut dégénérer en 3,2, 3,3, ben là, eux autres, on peut les recevoir. Il y a une prescription médicale de benzo qui peut être faite via l'infirmière avec un appel téléphonique. Il y a une garde qui est disponible aussi à distance. Donc, tout ça est là pour augmenter la sécurité, mais il y a vraiment un modèle qui est original, entre guillemets, parce que les RHD, normalement, n'ont pas d'infirmière. Mais en même temps, l'aspect culturel justifie. Puis dans le niveau de la SAM aussi, il dit on peut dégénérer un niveau de la SAM si c'est une préférence de la personne et le risque augmenté est acceptable jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Parce que, tu sais, au WAPAN aussi, l'agrément, il y a aussi des enjeux à ce niveau-là. Yes, bien peut-être justement, avant de prendre des questions, on a-t-il d'autres choses à dire? Il nous reste combien de temps? Parce qu'on veut vraiment avoir le troisième mur qui s'ouvre, là. Fait que 25. Oh. Ben, Je laisse juste ouais. Samuel, parce que je m'excuse pour la question, pour le retard. Parce qu'on a parlé aussi de l'aspect culturel et socioculturel, et ça aussi, c'est une différence qu'on a dans notre organisation. Il y a ma belle amie, là, Yolande, qui a déjà travaillé avec nous, qui était responsable là, de l'aspect de l'enseignement, donc tout ce qui est culturel. Et ça, là, je vous dis, ça fait vraiment une différence pour les gens qu'on accueille chez nous, parce que c'est là qu'on vient aussi teinté à la couleur autochtone, d'avoir toutes les activités qu'on fait, il y a toujours un lien. Il y a des choses qui sont plus difficilement adaptables, mais on a parlé, dans notre programmation, il y a l'approche basée sur les 12 étapes. On n'est pas les AA et les AA ne sont pas WABAN, mais on s'inspire fortement. C'est un outil qui, pour les Premières Nations, parce qu'on l'a évalué, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on prend un autre outil, et on conserve ça parce que c'est un outil pour nous qui est facilement aussi transportable dans les communautés et utilisable. Et l'approche socioculturelle, Sylvain qu'on a vu, qui est un intervenant en toxicomanie à la base. Donc, ça aussi, ça fait toute une différence de partir en forêt, de se reconnecter au territoire, de faire la pêche. C'est sûr qu'on ne fait pas la grande chasse, là, mais on va collecter des lièvres, on va trapper le castor. Et ce qui est bien, c'est que ce qu'on récolte, on le mange là aussi. Donc, il y a les makusham qui se font, il y a tout cet apprentissage-là qui est donné et que les gens, ça leur permet là, d'être fiers de qui on est aussi, puis de l'estime de soi et de se reconnecter à son territoire. Donc, puis on en parlera peut-être un peu plus dans la discussion tantôt, mais la dépendance à la base, puis là, ben, c'est un jugement de valeur et une opinion, mais à la base, c'est souvent un vide de sens. Hein, donc, on a une souffrance psychologique, une problématique de sens et d'inclusion sociale. Ici, la dynamique ou la dimension culturelle prend tout son sens. Et souvent, c'est des personnes qui, à cause des traumatismes intergénérationnels, à cause de l'historique des pensionnats, à cause de leur vécu traumatique aussi, familiaux, relationnels, sont en vide de sens. Et donc, le fait de valoriser l'identité culturelle autochtone est vraiment au centre du traitement. Puis oui, c'est bon de quitter notre milieu de vie, d'aller dans un lieu pour faire un arrêt d'agir, mais c'est un prétexte et une situation idéale, disons. Là. Puis Wapan, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment très, très, très bien. Là. Je valorise beaucoup ça. Bien, c'est un lieu idéal ou un moment d'arrêt idéal pour jeter les graines de la valorisation identitaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu, qui sont en rupture sociale, mais aussi en rupture culturelle par rapport à leur historique. Donc, il y a vraiment, là, c'est vraiment ça le rôle. Puis on a vu Sylvain, mais il y a tout, puis Yolande aussi était là au départ dans cette dynamique-là, mais vraiment d'alimenter ça pour que la graine puisse pousser quand ils retourneront dans leur milieu. Je ne sais pas si le retour, tu veux en parler un petit peu, l'importance de lien. Oui, on peut-tu faire ça? Bon, ben good. Par contre, pour les gens à la maison, ça serait important, vous pouvez, dans le fond, aller jusqu'au micro en arrière pour... oui, c'est ça la conséquence de lever la main. Mais et donc, à partir de maintenant, il reste une vingtaine de minutes. Il y a des petites choses qu'on n'a pas dit, mais on pourra conclure à la fin, après la période des questions. Fait que si vous voulez, là, tout de suite, si jamais vous avez des choses, on aimerait ça vous entendre, que ce soit une discussion là, plus qu'une présentation unilatérale. Oui? Peut-être juste valider que c'est ouvert, le micro?
Es-tu on? Oui. Ben, je vais essayer de parler. Oui, Super, ça ok. fonctionne. Merci beaucoup pour la présentation. C'était super. Ce que je voulais savoir, c'est au niveau médical. Je m'entends en écho, là, c'est vraiment terrible. Est-ce qu'il y a un partenariat avec l'hôpital de la Tuque? Comment est-ce que vous fonctionnez avec eux? Ça, là, je vois toutes les RHD qui font intéressant, partenariat avec l'urgence. Oh, CRD, oui, Oui. hein, c'est le fun. Fait que c'est l'enjeu, c'est un enjeu principal. Et là, c'est multifactoriel, multifacette. Un des avantages qu'on a aussi là-dedans, ou que j'ai, c'est que moi-même, je suis chef de service de médecine générale, volet de dépendance et inclusion sociale au CIUS. Et donc, j'ai un pied dans le CIUS, d'une part, que je peux solliciter les personnes qui sont responsables de ça, plus au niveau de l'urgence puis de l'hospitalisation. Fait que le dialogue est là. Le constat d'échec est pas mal posé des deux côtés. Hein? Donc, dans le fond, il y a un échec d'arrimage, de gestion de la priorité des AVC et des infarctus par rapport au fait d'avoir une admission semi-élective, désolé du jargon, là, mais une admission qui est optionnelle pour le sevrage. Fait que c'est toujours cette pression-là qu'il faut juguler. Présentement, qu'est-ce qu'on est en train d'élaborer? C'est des conditions minimales de référence. Donc, qu'il y ait un IDEP qui est fait systématiquement, que le transfert soit fasse d'infirmière à infirmière, qu'après ça, il y a une discussion de est-ce qu'il y a de la place à l'urgence? Ceci est une fausse question. Il y a toujours de la place à l'urgence parce qu'on ne peut pas référer personne, mais on peut refuser des admissions électives, donc non urgentes. Quelqu'un qui arrive en infarctus ne peut pas dire non, mais quelqu'un qui est en sevrage, on peut se le permettre parce qu'on se le permet. Et donc, il y a ça. Donc, il y a des conditions minimales. Puis ça, on est en train donc le dialogue, on est à la veille de commencer à tabler sur des ententes de collaboration formelles entre WAPAN et le CIUS pour dire quelque chose. On a la même démarche, la même procédure pour la réadaptation dépendance, par exemple, publique du CRD. Hein, donc, à l'urgence, par exemple, de Trois-Rivières, il y a toujours des enjeux de... C'est le bon vouloir de l'urgentologue qui gère son urgence de dire, OK, ben après 2 jours, toi, tu n'es pas en sevrage. De toute façon, tu t'en vas chez vous. Ben non, il ne faut pas qu'il aille chez sa sœur pour commencer à boire encore. Fait que l'enjeu est entier encore, mais il augmente en complexité à cause de la reconnaissance partielle de la professionnalisation du milieu communautaire. D'une part, mais après ça, l'autre constat d'échec, c'est de WAPAN. WAPAN constate qu'il y a un échec. Au congé de l'hôpital, après 3 jours, ça va très bien, benzo, OK, ben il n'y a pas de represcription de benzo, d'Ativan ou de Valium à la sortie de l'hôpital. Et là, la liaison ne se fait pas. Des exemples, c'est comme, OK, congé, tu t'en vas chez ta sœur pour passer la nuit, tu bois une caisse de 6, ton risque de sevrage vient d'augmenter, tu réintègres WAPAN, on est comme il y a 5 ans. Donc, c'est de dire, c'est quoi les conditions protocolisé que tout le monde sait, c'est quoi la fiche d'admission pour l'interne. Puis après ça, quelle est la condition minimale, un CIWA en bas de 8, par exemple, ou des choses comme ça, qui permettent à la personne de partir de l'urgence de l'hôpital, puis avec une liaison concertée, arrive de façon sécuritaire Mais c'est à ça. WAPAN. Il faut qu'on soit concerté. Concerté, ouais. Et concerné. Oui, exactement. Sensibiliser. Et puis que la référence puisse se faire rapidement, parce que sinon, ça fait juste un point dans l'aigu et 3 petits points dans le rétablissement. Et le risque, 3 petits points, et le risque de l'organisation aussi de WAPAN. Si jamais il y a quelque chose dans leur mur, puis tu sais, les RHD en vivent fréquemment des enjeux de complications de sevrage, des enjeux de décès dans leur mur. Donc, c'est tout ça l'enjeu. Fait que là, c'est WAPAN qui, avec des professionnalisations, tu sais, pas complètes, disons, et une non-reconnaissance, avec des avis de on te regarde, puis c'est des enjeux qui peuvent être même des accusations criminelles pour la mort de certaines personnes. Donc, c'est tout cet enjeu-là. Donc, il y a des success stories, il y a des histoires qui se passent très bien, de plus en plus, mais il y a encore, tous les ans, des enjeux tragiques. Puis ça m'amène à la TUC, vous avez une urgence, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres 5 ou 6 RHD? Dans les autres centres de traitement? Bien, il y a seulement 2 centres actuellement qui accueillent des gens en sevrage. Il y a Onendagun chez les Mohawks et il y a nous au centre Waban.
mais nos services sont différents. Donc, les partenariats sont différents aussi. Comme Samuel le mentionnait, ça arrive, là, puis ça arrivait à Waban. Je suis pas mal certaine que ça arrivait aussi ailleurs, que les gens arrivent, même si on demande d'avoir une abstinence pendant 14 jours, que les gens arrivent intoxiqués. Pour la séparation, là, il y a le francophone qui est avec Wapan, puis le monde anglophone qui est avec Onondaga chez les Mohawks. Onondaga a commencé à faire du sevrage avant Wapan. Par contre, il y a une collaboration avec le CHUM qui est un peu plus, disons, complète, au sens que il n'y a pas de sevrage vraiment qui se passe sur les lieux. Il y a une référence systématique avec le CHUM. Et là, une fois que le sevrage est complété, on retourne. Donc, c'est les deux seuls endroits. Et donc, l'enjeu de la Côte-Nord, par exemple, et tout ça, c'est l'enjeu du transport. Donc, de dire, OK, traîne ta caisse de bière pour le transport, continue à boire jusqu'à tu sois, ou de vin, désolé fait que jusqu'à ce que tu sois rendu au centre, puis après ça, là, on commence le sevrage. Où on prescrit à distance des benzos avec des comprimés pour le transport, pour être certain que le sevrage à risque ne commence pas dans les 12 heures de transport nécessaires pour partir de l'autre bout de la Côte-Nord et même. On parle des Cris, on parle des Inuits et tout ça. Donc, il y a d'autres ressources qui existent là, mais à tout le moins pour le sud qui va jusqu'à la Tuque, même le lac Saint-Jean. Donc, assurément, il y a des enjeux là, de transport. Donc, dans la phase 1, on a décidé de ne pas prendre des personnes qui ont plus que 12 heures de transport. Au début, 4 heures de transport pour pas que le sevrage, surtout pour le GHB puis les consommateurs intenses d'alcool, mais assurément, là, la trajectoire doit être faite. Et c'est très difficile de faire accepter à Sept-Îles, par exemple, une personne à l'urgence de Sept-Îles pour qu'il soit sevré à Sept-Îles, puis après ça, que le transport se passe après le sevrage. Oublie le projet. Fait qu'on est mieux de pas leur permettre, mais leur suggérer de continuer à consommer pendant le transport avec tout ce que ça implique au niveau de la stigmatisation puis des risques de perte au suivi, mais aussi de dire, quand tu arrives, c'est pas grave si tu arrives intoxiqué, modérément. Puis après ça, on va t'accompagner dans ton sevrage avec de la prescription de benzodiazépine. Bonjour. Allô. Moi, j'ai 2 questions. J'ai pas été ici toute la présentation, mais ce que j'ai entendu, c'est vraiment intéressant et extraordinaire comme initiative. Premièrement, je voudrais savoir, est-ce que vous remarquez dans les communautés qu'il y a aussi des problématiques par rapport à l'injection de substances? Puis deuxièmement, quand vous faites, vous parliez tantôt de, c'est vraiment bizarre l'écho, c'est vrai. Quand vous parliez tantôt de les référer, quand le sevrage est trop, dépendamment de la cote du sevrage, que vous les envoyez à l'hôpital, est-ce que vous les envoyez avec comme des pairs navigateurs, des personnes de leur communauté pour qu'ils se sentent plus à l'aise à aller dans le réseau de la santé? Parce que je sais que c'est un très gros enjeu, donc c'est cela. Merci. 2 questions. Je réponds à la première, puis je réponds à la deuxième? OK. Donc, l'injection, c'est pas reconnu. À la fois, la problématique d'injection dans beaucoup de communautés, mais même des problématiques de consommation d'opioïdes, d'une part, mais aussi des conséquences de l'injection. Donc, on parle d'hépatite C, on parle des infections autres ou des complications locales. Et ça fait en sorte que, puis c'est un peu ça qu'on a vu, puis là, de plus en plus, ça devient démocratisé aussi dans le milieu urbain, là. Mais avant, on ne reconnaissait pas qu'à Shawinigan ou à Victoriaville, il y avait tant d'utilisateurs de drogue par injection. Donc, d'une part, puis là, je nommerai pas des exemples, mais je pourrais vous nommer plusieurs exemples de communautés qui ne reconnaissent pas ça. Et donc, c'est difficile après ça de faire des collaborations pour amener des services, amener aussi des programmes de prévention, d'accompagnement, de réduction des méfaits, de relations d'être avec eux autres, si ce n'est que pour le dépistage de l'hépatite C, par exemple. Donc, si on fait affaire avec des bureaux de santé qui disent « Bon, non, on n'a pas d'injection dans notre communauté, donc on n'a pas d'hépatite C. » Ouais, mais tu as 3 à 7 des personnes autochtones, tout dépendant des milieux, qui ont l'hépatite C. Donc, où ont-elles? Puis c'est pas juste des transfusions, là. Fait que d'une part, oui, l'injection existe, puis il y a une disparité quand même, c'est d'une communauté à l'autre. Il y en a des communautés qui ont plus, puis là, je me retiens vraiment de nommer des communautés, mais vous ferez vos recherches pour les chiffres. Mais il y a des communautés où il y a beaucoup plus de problématiques d'injection, surtout des opiacés, et où le prix est
3 fois plus cher qu'en ville aussi. Donc, il y a des enjeux aussi financiers importants et de famille. Mais aussi, il y a, puis là, peut-être Christine pourrait en parler davantage avec la paraidance et tout ça, l'accompagnement, mais où il y a des enjeux pour traiter ou pour accompagner des personnes autochtones, il faut considérer la famille. Et donc, dans ce contexte-là, de dire, bon, ben, on va faire une clinique de gynécologie / hépatite C. Hein? Donc, c'est tout l'enjeu d'apparence, de porte d'arrêt versus de, bon, ben, c'est quoi le service que tu vas donner? Oh, ben, je m'en vais faire mon examen, tu sais, ou, ben, gynéco, c'est juste les femmes, mais la plupart. Bon, OK, bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais, mais donc, c'est tout cet enjeu-là de dire c'est quoi les stratégies pour contourner l'enjeu de stigmatisation à l'intérieur même des familles. Parce que le système qu'il faut guérir, ou du moins accompagner, c'est pas l'individu. Parce que si on traite l'individu pour son diabète, assurément, il faut considérer l'ensemble des 8 personnes autour d'elle, puis peut-être des 42. Fait qu'il y a cet enjeu-là. Christine, je te passe la parole peut-être pour l'accompagnement culturel à l'hôpital. Oui, bien, il y a beaucoup de milieux. Oui, il y a beaucoup de milieux. Malheureusement, il a fallu qu'il y ait des événements tragiques qui se passent. Je pense qu'on a tout entendu parler de Jess. Mais déjà, il y avait des milieux auxquels il y avait des personnes, ils appelaient ça des interprètes, dans certains centres de services ou dans des hôpitaux. Donc, il y a une possibilité, mais ce n'est pas partout là, que ça existe, qu'il y ait des gens qui puissent accompagner puis être là pour rassurer les gens. C'est certain que nous, quand les gens sont à Waban, si on a à se déplacer, il y a quelqu'un de Waban qui reste avec la personne. Donc, tout le long qu'elle est là, et si elle veut, on peut aussi être avec elle quand elle rencontre l'infirmière, le médecin ou le professionnel. Mais ça, c'est autre chose. Puis, tantôt, j'ai nommé les centres d'amitié qui font beaucoup d'efforts là-dessus, d'accompagner les gens dans les services au niveau de la santé, d'autres aussi. Mais il y a d'autres organisations aussi autochtones. Montréal, là, c'est grand, Montréal. Il y a beaucoup d'organisations. Il y en a qui en font aussi de l'accompagnement. Je ne les connais pas toutes, mais il y a quelque chose qui existe. Il faut peut-être fouiller un peu plus, mais on réussit à trouver. Mais moi, je vous dis, Centre d'amitié autochtone, si jamais vous avez des gens et vous voulez avoir de l'accompagnement dans les milieux urbains, c'est un de nos partenaires les plus importants au Centre Waban, là, les centres d'amitié. Mais c'est là qu'il faut toquer à cette porte. Gros dossier puis grosse discussion par rapport à ça, du financement. Je sais qu'il y a des décideurs qui existent, oui, mais qui écoutent. Puis un enjeu culturel, oui, autochtone, mais il y a un enjeu culturel de culture de soins et d'organisation. Le ministère a décidé, dans le fond, de financer surtout des agents de liaison autochtones à même les CIUS et les CIS pour faire de l'accompagnement de personnes qui souvent sont référées par le communautaire. Donc, il y a assurément une réflexion à y avoir comment on peut faire en sorte de soutenir, puis il y a un soutien aussi du communautaire, mais comment il y a une diade qui peut se créer entre un agent de liaison communautaire ou un intervenant de proximité qui peut accompagner la personne jusqu'au service. Puis là, bien, il y a un relais peut-être qui peut être fait. Quand c'est sécuritaire, l'intervenant de liaison, CIUS ou CIS peut prendre le relais. Puis là, la navigation, terme que j'aime pas tant, mais la navigation dans nos services peut être accompagnée d'un agent de liaison interne ou qu'il y a une continuité dans la sécurisation culturelle ou du moins face à la stigmatisation ou l'empreinte que le système a sur l'identité de la personne. Fait que, gros sujet, ça serait super intéressant d'ouvrir là-dessus. Ouais. Non? Ça là, il marche-tu? Oui. Autre grosse question, là, je travaille sur la difficulté à faire travailler en commun les services en dépendance et les services en psychiatrie. Puis là, je me demandais si, dans le contexte de Wapan, vous vouliez nous parler un peu des défis en lien avec ça. Je vais dire que effectivement, là, c'est quelque chose qui est très... c'est un enjeu pour nous parce que là, on va traiter la dépendance avant la santé mentale. Et là, on nous dit non, on traite la santé mentale avant de... Tu sais, on a comme deux... malheureusement, souvent, on se transfère. Là. On réussit toujours en s'entendre, je pense, mais c'est quelque chose qui est difficile. Là. Souvent, les bons élèves, c'est les personnes de la dépendance.
parce qu'ils sont pognés avec le problème. Hein? Puis, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est pas juste culturel ou autochtone. Puis, bon, ben, je vais mettre le feu un peu. Souvent, nos départements de psychiatrie ont tendance à ne pas reconnaître la santé des dépendances comme étant une problématique de santé mentale. C'est une manifestation d'un symptôme comme la psychose, comme les troubles anxieux, comme... Donc, traite ta dépendance, puis après ça, je vais traiter ta santé mentale. Est-ce qu'on peut vraiment être guéri d'une dépendance sévère? C'est une autre question aussi. Je ne pense pas moi non plus, je vois des têtes hachées. Donc, il y a un enjeu là. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on a décidé? C'est de convaincre des transfuges, donc des gens qui sont du domaine de la santé mentale, de venir travailler à Wapan. Donc, pour ça, on a un psychologue qui vient à la présentation des personnes. Donc, la première semaine, on fait une tournée des personnes avec l'équipe. Puis, si on identifie des problématiques de santé mentale, donc des traumatismes, des états de stress post-traumatique, par exemple, ou des troubles psychotiques ou un antécédent important qu'il faut accompagner, bien là, le psychologue est là pour coacher l'équipe pour mieux intervenir auprès d'eux. Après ça, il y a aussi une psychiatre. Donc, une psychiatre qui est là comme consultante à distance et au besoin, mais elle n'a jamais dû se déplacer. Hein. Ça a toujours été en consultation. Donc, elle peut faire des consultations à distance. Puis, c'est une psychiatre qui est assurément conscientisée, qui reconnaît à la fois les problématiques de dépendance comme étant pertinentes en lien avec la santé mentale, mais aussi les dynamiques, les enjeux culturels comme étant centrales dans la quête de sens puis la santé mentale de la personne. Donc, plutôt que d'essayer de convaincre, on a recruté et sensibilisé. Il était déjà assez sensibilisé, mais du moins recruté et intégré, inclus dans notre équipe de thérapeutique. La même problématique se retrouve dans l'ensemble des RHD puis dans l'ensemble des départements de santé mentale et de dépendance, la partie dépendance où la collaboration souvent, puis là, ben, les troubles concomitants, puis là, ben, tout ça, c'est beaucoup en troisième ligne. Comment faire en sorte que dans le communautaire, cet enjeu-là de troisième ligne puisse être déployé ou du moins transcendé pour que ça se passe bien. Comment en GMF, on peut le faire. Comment en l'urgence, on peut le faire. À l'hospitalisation, on peut le faire en deuxième ligne. Comment les CRD peuvent avoir accès à des services de santé mentale pour les personnes qui ne sont pas en TAO aussi, c'est un autre enjeu. Mais même pour les gens en TAO, c'est quoi l'enjeu? Fait que, oui, gros sujet, je suis d'accord avec toi. Mais à Wapan, pour ce qui est de Wapan, on a décidé de recruter avec un pouvoir d'attraction et de persuasion. Là. Je pense que ça a bien été de ce côté-là. Puis, il y a tout ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est tout l'enjeu de comment rémunérer ces personnes-là. La psychiatre, est-ce que c'est au privé? Est-ce que c'est la RAMQ? Donc, il y a tout le travail-là qu'on a fait. On a inscrit Wapan comme étant une installation où les médecins peuvent biller sa RAMQ, bref, essentiellement, ou facturer au niveau RAMQ. Puis, le psychologue, puisque c'est privé, il y a deux choses. En fait, Wapan peut le payer comme consultant, mais aussi le SSNA pour la majorité des personnes, qui est un programme des services non assurés. C'est non assuré qui peut aider à payer certains traitements psychologiques à ce niveau-là. L'enjeu, ce n'est pas le paiement, c'est souvent l'accès à des professionnels. Fait que d'avoir un professionnel qui est en lien avec nous autres, ça l'aide assurément. Bien, je voudrais juste revenir à la question des TAO. Premièrement, merci, c'est inspirant, j'ai envie d'aller à Wapan. Oui, on a un poste ouvert en intervenant toxico en passant. Ah, OK, intéressant. Tu vois notre punch! Mais en fait, moi, j'ai un biais. Je travaille dans un hôpital au centre-ville, dans une clinique externe pour personnes itinérantes dépendantes aux opiacés. Puis, il y a plusieurs personnes autochtones qui ont des vraies envies de reconnecter avec leur culture, la nature. Tout ce que vous présentez, ça parle à l'ensemble de nos patients autochtones. Mais il y a vraiment un gros enjeu de stigmatisation puis d'accès aux services qui sont pourtant dédiés aux personnes autochtones, mais quand il y a la question des opiacés, du TAO, c'est pas juste les familles, c'est même les ressources. Puis c'est très déchirant de voir ça parce que ce qu'ils nomment ou ce qu'elles nomment, c'est être exclu des exclus. T'sais, elles vont se faire refuser certains services, puis malgré le CHUM, malgré que moi je suis dans un hôpital, on peut faire le sevrage, faire l'arrimage, des porte-à-porte. Il y a des médecins de famille, des psychiatres, c'est all dress, puis malgré tout, l'idée qu'il y ait des opiacés, même quand le TAO il est
il est sous contrôle, là, c'est prescrit, la personne a du Cadian, elle s'injecte même plus, ça passe pas. Puis, tu sais, je pense à Ododegon qui a l'air magnifique, mais j'ai jamais pu référer quelqu'un. Puis, malgré l'aide du CHUM qui essaie de sensibiliser ou, tu sais, de faire des ponts, puis d'être respectueux, puis de prendre le temps, mais il y a quand même une réelle résistance, puis c'est au final très triste parce que c'est des patients autochtones qui n'ont pas les services dont il y aurait envie, besoin. Puis après ça, dans les services francophones, ils vivent d'autres difficultés, puis ils se font redire qu'ils ont des services dédiés. Donc, tu sais, c'est terrible. Puis là, je me demandais, tu sais, je connaissais vraiment pas Wapan. Moi, nos patients sont presque tous anglophones, dans ceux qui sont autochtones. Puis, est-ce que, puisque vous êtes là, Dr. Blain, puis que vous avez déjà comme une connaissance au niveau des TAO, est-ce que vous acceptez les gens en TAO? Est-ce qu'il faut qu'ils soient stables? Est-ce qu'il y a des conditions? Non. On a parlé beaucoup de l'alcool à cause du risque. Hein, puis le risque, le sevrage de narcotiques n'est pas mortel à moins de vomir sa vie puis bon, ou d'avoir des complications de santé mentale. Mais oui, on peut faire des inductions de Suboxone, du microdosage, de l'induction rapide, tout est possible. Là. Ouais. Ben, bravo, je suis vraiment contente. Ouais. C'est vraiment une bonne nouvelle. Puis j'espère que vous allez peut-être pouvoir influencer positivement à l'ouverture des services de vos pendants anglophones. Puis on fait ce qu'on peut. Avant même l'établissement d'un dialogue pour la francophonie, bon, on ne dit pas ça de même, mais les personnes francophones, il y avait une discussion. À Onondaga, on les a contactés. On a aussi été en lien avec eux. Le COVID a pogné là-dedans. Il y a le centre fermé. Après ça, Bien, il y a eu un changement de direction aussi. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a différentes problématiques. On est bien conscient de ça. En même temps, on se positionne vraiment pas comme la panacée, au sens que non, on ne peut pas recevoir des unilingues anglophones ou CRI. Ou Inuit. Par contre, clairement, il y a des collaborations possibles. Puis, tu sais, Dr. Marsan est là, Dr. Moisan aussi qui est là. Quand vous parlez de stigmatisation, je ne peux dire que amen, dans le sens que, pas amen la stigmatisation, mais je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Et surtout que c'est un travail de tous les jours. Les gens qui stigmatisent de l'intérieur, dans nos CRD, on l'a vu. Le changement culturel par rapport au microdosage, à l'arrivée de la Suboxone, du Sublocade, le Safer Supply, non, je ne suis pas un pusher. Ben, mais parce que si tu n'es pas un pusher, entre guillemets, regarde qu'est-ce qui se passe. Tu le vois juste pas. T'sais. Fait que tout cet enjeu-là, dans le monde même de la dépendance, il y a un spectre incroyable de gauchistes et de droitiers. Et donc, ce même spectre-là est encore plus prononcé dans le monde autochtone, disons. Là, il nous reste moins 3. Okay. Posture. Ah, après. Bon, ben justement, puis tu feras l'ouverture, Christine. Qu'est-ce qui se passe après? Comment ils retournent dans leur milieu? Bien, on est là aussi. Là, je vous disais, Waban, depuis 2 ans, on essaie d'améliorer justement nos partenariats à l'externe. On a besoin des organisations comme vous. On a besoin d'améliorer cette trajectoire de service-là. Parce que nous, Waban, on est une petite équipe de 22 personnes. Et c'est certain que quand moi, je démobilise une personne, je prends une personne, je l'envoie à l'externe, là, ça l'affecte là, toute l'équipe. Donc, c'est avec les organisations qui existent déjà dans le milieu qu'on souhaite là, justement créer des liens puis assurer là, une meilleure transition là, vers leur nouvelle réalité. Et il y a Stéphanie, je vois qu'elle est là, Stéphanie en arrière, ma collègue Stéphanie, qui est la chargée de projets spéciaux. On a un petit kiosque et c'est elle qui est responsable là, de faire des liens avec les organisations externes. Il y a le POSCUR, mais il y a le pré aussi qui est tout aussi important pour les différents enjeux qu'on a parlé là. Puis moi, je voudrais juste... il y a une question, je vais prendre la question. Je voulais juste, hier, j'ai assisté là, à un atelier, là, puis là, j'ai vu que le projet VSE, les savoirs expérientiels, et ça, dans nos organisations autochtones, c'est quelque chose qu'on prône depuis longtemps. Notre expérience, nos savoirs, on ne les a pas acquis dans les livres et on les a, c'est impossible de les acquérir là. Donc, reconnaissez, faites en sorte d'appuyer ce projet-là parce que je trouvais ça vraiment génial. Que les gens qui ont de l'expérience, qu'ils soient des consommateurs ou des ex ou peu importe, accueillez-les dans vos organisations et reconnaissez-les
comme si c'était une autre personne qui avait. Puis j'ai rien contre l'académique, là, c'est super important aussi, mais ces personnes-là d'expérience, puis il y en a beaucoup chez les Autochtones. Si vous voulez inclure la culture, si vous voulez être sensibilisé, il va falloir qu'on reconnaisse ces personnes-là qui ont l'expérience culturelle. Oui, puis peut-être pour ouvrir un petit peu là-dessus, le milieu communautaire apporte beaucoup au niveau philosophique ou du moins de la culture d'intervention au réseau public. Un peu au même titre, l'égalité des savoirs. Hein, puis c'est beaucoup ça, le double, la vision binoculaire là, qui a dit les savoirs traditionnels, mais les savoirs professionnels aussi. Puis c'est pas vrai qu'ils s'équivalent. Hein, non seulement le savoir traditionnel n'est pas inférieur, mais s'il y a de quoi dans la majorité puis surtout en dépendance, le savoir traditionnel, s'il y a de quoi, a préséance et doit être la trame de fond de tout ça. Un peu au même titre que l'accompagnement puis le vécu des personnes en situation de 3 petits points, puis là, ben, toutes les situations possibles. Ce vécu-là est beaucoup plus pertinent dans le rétablissement. Bizarre, mais le rétablissement et éventuellement la guérison de ça, ou du moins l'inclusion sociale ou la quête de sens, bien assurément, tout ça, la reconnaissance du vécu de la personne est centrale dans tout ça. Merci. Merci beaucoup.